En bref, cette semaine, crise du recyclage. C'est sûr, la télé se déplace à l'usine Tricentris. Des agriculteurs de la région rencontrent la ministre fédérale de l'Agriculture. Le maire de Saint-Télesphore exprime son désaccord sur la taxe foncière agricole. Et la CCIVS présente l'application Localité. Québec va de l'avant avec son projet de loi sur l'élargissement de la consigne à tous les contenants de boissons, qu'ils soient en plastique, en verre ou en métal. Cette mesure fera passer le système actuel à un système fondé sur le type de contenant. Tricentris, un des plus grands centres de tri du Canada, digère mal le nouveau système prévu par le gouvernement du Québec. C'est sur la télé est allé au cœur du recyclage à la chute pour recueillir la réaction de Grégory Pratt, responsable des affaires publiques de Tricentris. Tricentris, c'est un centre de tri qui est une OBNL. En fait, c'est un modèle OBNL. Donc, c'est des municipalités qui sont membres chez nous. On a 234 municipalités qui sont membres et clientes chez nous. Juste pour imager un peu, là, un bac de récupération sur 3 au Québec vient chez Tricentris. Donc, on a 350 employés chez Tricentris. On a 3 centres de tri, un à Gatineau, un à La Chute, un à Terrebonne. Et à La Chute, on a aussi notre usine de micronisation du verre pour recycler le verre localement. Nous, premièrement, c'est difficile pour nous de se prononcer dans le sens où l'annonce, c'est une annonce d'intention. Donc, c'est une intention en 2022 de faire ça. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir une consigne sur le verre. Donc, la consigne sur le verre, les bouteilles de verre et les bouteilles de spiritueux, mais il n'y aura pas de consigne sur les pots de Tostitos, les pots de confiture, les pots de relish, les bouteilles d'huile d'olive. Donc, on va quand même recevoir du verre. Sauf que, nous, ce qu'on trouve étrange, c'est que depuis le début de appelons-la crise de recyclage, mais j'aime pas utiliser ce terme-là, tous les gérants d'estrade et le gouvernement et tout le monde dit qu'il faut développer du recyclage local. Nous, on a investi plus de 15 millions dans notre usine de micronisation du verre pour justement recycler le verre localement. On a signé en mars dernier une entente de 30 000 tonnes de poudre de verre pendant 20 ans avec une entreprise du Québec qui va venir construire une usine directement à côté de la nôtre, donc sauver des GES. Et pour nous remercier de notre super effort en recyclage local, ils nous disent « Ah, on a oublié de vous dire, on va faire la consigne sur le verre, donc on va vous enlever du verre que vous avez déjà vendu. » Je trouve ça un petit peu étrange. Nous, ce qu'on croit, c'est que le recyclage local du verre doit se faire via plusieurs débouchés. Donc, la poudre de verre, comme on le fait, les abrasifs, comme on le fait, les verres de filtration, comme on le fait, la silice précipitée, l'entente, justement, qu'on a signée de 20 ans. On croit aussi que c'est une bonne idée, la laine minérale, et on croit aussi que la refonte, c'est une bonne idée, mais c'est la somme de ces débouchés-là. Et j'ai comme l'impression qu'on est en train de changer un système qui fonctionne très bien au niveau du recyclage de verre pour finalement rendre service à 2 industries qui sont en fait la refonte en laine minérale et en bouteille. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces industries-là ont besoin que le verre soit pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pyrex et de céramique dans leur verre. Sauf que si on se souvient bien de ce qui va dans le bac, c'est métal, verre, plastique, papier, carton, that's it. Il n'y a pas de pyrex, il n'y a pas de céramique. Donc, si le citoyen arrêtait de mettre du pyrex et de la céramique dans le bac, on n'aurait pas besoin d'investir 2, 3 puis 400 millions, puis mettre des camions partout sur la route pour collecter une matière consignée et dépenser plein de GES. On aurait juste une petite campagne de sensibilisation puis d'expliquer ça aux citoyens, puis le citoyen il mettrait son cœur puis il sauverait beaucoup d'argent en impôts. On investit 2 millions par année en sensibilisation. Pourquoi on investit 2 millions par année en sensibilisation via, par exemple, la pièce Récupé Dragon qui est présentée dans les écoles primaires, via Hélène la trieuse qui va faire le tour des écoles primaires puis qui va expliquer aux gens comment ça fonctionne dans un centre de tri, expliquer aux jeunes qu'est-ce qui va dans le bac et tout ça. On a fait récemment avec la Ville de Laval la campagne « Mets du respect dans ton bac » avec À la claire ensemble. On a investi énormément d'argent. Pourquoi? Parce que notre modèle d'affaires fonctionne de façon très particulière. On est jugé sur nos extrants et on n'a pas beaucoup de contrôle sur nos intrants. En fait, celui qui décide si on va avoir de la qualité ou pas dans le bac, c'est le citoyen. Alors, le citoyen est pas mal intentionné, on veut juste l'informer. Le préfet de Vaudreuil-Soulanges, Patrick Bouzès, se veut rassurant sur la crise et estime pour sa part que le gouvernement est en droit d'agir devant l'ampleur que prend la question du tri. Il reconnaît toutefois que Tricentris joue parfaitement son rôle pour la région.
Depuis 2017, ce sont 16 000 tonnes de matières recyclables que la MRC envoie chaque année à l'organisme. Ici, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, on faisait le tri du verre, mais on le fait toujours là, par Tricentris, tout le tri de notre matière recyclable. La beauté avec Tricentris, c'est que Tricentris appartient quand même à 200 municipalités du Québec. Et Tricentris gère très bien sa matière, c'est-à-dire tout ce qui est... le verre est recyclé, je crois, à 98 %. Donc, on comprend que pour certains centres de tri où le verre allait à l'enfouissement, chez nous, contrairement, on faisait de l'argent avec le tri, avec la matière recyclée de verre. Et justement, par le fait qu'on on a investi massivement, je crois, de 6,5 millions pour mettre à jour l'unité de traitement du verre. Donc maintenant, qu'est-ce que la consigne viendra changer? Un peu difficile à dire, on va laisser le temps aller, on va voir quelles seront vraiment les positions finales. Bonne nouvelle dans les mesures annoncées, c'est la responsabilité élargie des producteurs où on va demander aux producteurs, de contribuer, ce qui est temps, et de s'assurer d'avoir des matières recyclables et éviter les mélanges de matières, ce qui fait qu'un certain emballage ne serait pas recyclable parce qu'il y a 2 ou 3 matières dessus. C'est-à-dire qu'il est assemblé avec 2 ou 3 matières. Donc ça, je pense que c'est une bonne réflexion. Hans Grinoir, le maire de Rigaud, l'un des pionniers du recyclage, est aussi membre du conseil d'administration de Tricentris. Il insiste sur l'importance d'appuyer les initiatives dans le secteur. J'étais présent il y a 25 ans quand Tricentris a été créé. J'étais à ce moment-là président de l'Association des entrepreneurs de services environnement du Québec. Et le directeur général à ce moment-là, Léo Fradette, et moi, nous avons participé quand le Tricentris a été lancé. Aujourd'hui, c'est ça le plus gros défi, c'est de justement séparer cette matière propre qui a son identité à elle, la matière à recycler. Puis s'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez bien fait, c'est de mettre en place des usines pour traiter cette matière-là, pour faire autre chose avec. Dans le moment, on se fie sur beaucoup d'autres pays pour nous aider avec ça. Moi, dans ma vision, là, je verrais qu'on fasse des travaux, de la recherche et développement avec des gens d'expérience dans le domaine, comme on a fait chez Tricentris avec le verre. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, salue l'initiative du gouvernement, mais souligne qu'il faut mettre les bons mécanismes en place pour que le citoyen y adhère. Il faut que ça soit attrayant pour le citoyen. Donc, c'est-à-dire que si le citoyen accumule ses bouteilles dans son garage et doit faire un détour de 15 minutes ou attendre en file pour aller porter les bouteilles, bien, ça risque de décourager le citoyen. Donc, je pense qu'il faut mettre en place là, des méthodes. Puis, je dis pas que le bac bleu était pas bon, mais oui, le bac bleu est questionnable parce qu'on mettait tout dans le bac bleu, puis là, on vient de se faire dire, bien, on peut plus faire ça parce que là, ça contamine. Fait qu'il faut trouver une solution de rechange. C'est une excellente nouvelle que le gouvernement s'y attarde, mais maintenant, il faut trouver la bonne solution, la bonne méthode qui va faire que le citoyen va adhérer puis va décider de recycler. La MRC de Vaudreuil-Soulanges déploie de nombreux efforts dans le domaine du tri des matières. L'une des initiatives est la mise en place d'un site Internet pour répondre aux préoccupations des citoyens. Simon Richard, conseiller en communication de la MRC, présente ici l'outil web Tricycle. Oui, certainement, c'est un outil pour lequel on est très fiers à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. L'origine de cet outil web-là, qui permet en fait de faciliter le tri pour le citoyen, bien, c'était vraiment ça, c'était de rendre la vie facile pour le citoyen. De plus en plus, il y a une multiplication des bacs, il y a des nouvelles matières qui apparaissent, des nouvelles façons de trier. Et donc, l'objectif de Tricycle était que peu importe la question qu'on se pose dans le tri des matières, on va sur cet outil web qui est Tricycle, on entre la matière où on la cherche, il y a différents filtres, différentes façons de la trouver et on nous indique clairement comment en disposer. Par exemple, si c'est à l'écocentre, on nous donne même le tracé pour se rendre à l'écocentre le plus près de chez nous. On en est très fiers de cet outil-là. D'ailleurs, ça a été reconnu par nos pairs à l'Association des communicateurs municipaux du Québec cette année. Et c'est un outil qui fonctionne très bien, qui est très utilisé et on regarde toujours pour l'améliorer. On est d'ailleurs en train de travailler sur une phase 2 de cet outil-là pour qu'il soit encore plus performant, encore plus convivial et encore plus complet.
Du respect dans ton bac. Dans ton bac, fais attention qu'est-ce que tu mets. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ça allait aux poubelles. Une fois par semaine, les gars de la ville ont ton bac. À la Le 14 février dernier, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, était de passage à la ferme Kin à Notre-Dame de l'Île-Perrot pour rencontrer des représentants des fermes locales afin de discuter de leurs enjeux, dont les réchauffements climatiques et les néonicotinoïdes. On a beaucoup parlé de recherche. On voit qu'ils ont à cœur l'environnement, que les changements climatiques les préoccupent, l'agriculture biologique, donc toute la recherche qui se fait autour de l'agriculture biologique, de quelle façon est-ce qu'on peut partager aussi les meilleures pratiques. On a parlé beaucoup d'agrotourisme, entre autres. Alors, c'était vraiment un groupe d'entrepreneurs très, très engagés dans la communauté, mais aussi très soucieux de leur environnement. Yeah, well, this was a really great opportunity for local farmers to have a chance to impact policy and talk about what things are important to small farms in the area. And I really want to highlight climate change and how it impacts small farms and how farms can also be part of the solution to climate change. There's an initiative that Equiterre has started called Farmers for Climate Solutions, and it's a great way that farmers can be profiled and show sort of the impacts of climate change that they've had, but then also ways that they're helping to reduce the impact of climate change on the other side. So it was a roundtable discussion with a bunch of different farmers sort of bringing out their concerns and issues that they had. And aside from climate change, sort of access to funding, proper research and development into different organic alternatives, like including seeds and other inputs. And then agrotourism and also just looking at streamlining different ways that products can be sold across borders, like in Ontario versus Quebec, and just sort of all the different issues that different small farmers are having. Les néonicotinoïdes sont des produits utilisés comme insecticides en agriculture afin de protéger les plantes contre les insectes. Leur caractère toxique devient nuisible notamment pour les papillons et les abeilles, qui ne sont pourtant pas visés. Le gouvernement fédéral entend réagir et voici ce qu'en dit la ministre Marie-Claude Bibeau. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada, en fait, a reçu des informations additionnelles, des résultats de nouvelles études significatives qui méritaient qu'on prenne le temps de s'y attarder. Mais c'est certainement un dossier qui est extrêmement important et qu'il faut faire de façon rigoureuse et basée sur la science. En fait, on est obligé par la norme biologique d'établir des bandes tampons et des mesures mitigatrices pour réduire le problème de contamination OGM. Mais il reste que nos voisins, en fait le maïs principalement, parce que c'est une culture qui se pollinise par le vent, on a vraiment une dérive de matériel génétique, si c'est pas une dérive de pesticides, qui provient des voisins. Puis ça nous oblige à réduire nos surfaces de production, à avoir des bandes tampons, alors que, ultimement, c'est les voisins qui causent cette nuisance-là et pas nous. Les politiques, ça prend beaucoup de volonté politique pour se tenir debout devant les grandes compagnies pharmaceutiques. Les grandes compagnies pharmaceutiques sont impliquées dans les compagnies qui développent génétiquement les semences et puis qui imbriquent leurs pesticides qu'ils vendent aux agriculteurs. Les agriculteurs sont conseillés par des agronomes qui vont suivre le tableau et évidemment vendre le tout aux agriculteurs. Les gens vont par la bande de la transformation manger ces aliments-là qui ont été traités et puis qui arrivent pour augmenter les rendements. C'est sûr, la télé a également interrogé la ministre Marie-Claude Bibeau sur la compensation des agriculteurs en lien avec l'entente de libre-échange conclue entre le Canada et l'Union européenne. Alors, vous savez qu'on a déjà annoncé 1,75 milliard de dollars pour les producteurs laitiers. Un premier versement de 345 millions de dollars a été distribué auprès des 11 000 producteurs canadiens, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient demandé à recevoir leur paiement avant le 31 décembre l'ont reçu. Les derniers vont le recevoir avant le 31 mars. Maintenant, je travaille à faire en sorte que les compensations soient aussi mises en œuvre pour les producteurs de volailles et d'œufs, ainsi que les transformateurs. La prochaine étape sera les compensations associées à la signature, à la ratification de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Alors, ça fait toujours partie de mes priorités. La rencontre de la ministre avec des producteurs agricoles de la région est une initiative du député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, Peter Chefke.
Mais pour moi, c'est toujours une priorité de donner des opportunités à mes concitoyens, de me rencontrer, de me poser des questions, de partager leur rétroaction. Et quand j'ai la chance d'avoir une ministre ou un ministre dans ma comté, je travaille fort pour faire que c'est le cas. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance d'accueillir la ministre de l'Agriculture, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et elle a eu la chance de partager avec une douzaine de nos agriculteurs dans la région. C'était vraiment une chance pour eux de partager leur rétroaction, les réalités sur le terrain et donc les façons qu'on peut les aider encore plus à bâtir leurs entreprises. Le maire de Saint-Télesphore, Yvon Berriot, dénonce le projet de loi 48 du gouvernement du Québec visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière. Selon lui, ses conséquences seront dommageables pour les municipalités et les contribuables. Bien sûr que dans son état actuel, on ne peut pas être pour nous. Nous, tout ce qui vient, notre assiette fiscale est composée à 80-85 % de revenus provenant des terres agricoles. Donc, aussitôt qu'on vient jouer dans cette partie-là, on vient amputer notre budget ou grossir notre budget d'autant. Donc, si on fait un calcul vite, si on joue dans le 80 % et on diminue simplement le revenu de 5 % de ce 80 %-là, je dois aller chercher 20 % sur le 20 % qui reste. Là. Calcul. Donc, ça demanderait à mes citoyens qui sont des travailleurs, des personnes retraitées, une contribution majeure, pour moi impossible à leur demander de fournir. Donc, il faudrait qu'il y ait des coupures de services. Et déjà que les services sont pas mal au minimum dans nos municipalités, où on irait, je ne sais pas. Est-ce que les municipalités ont été consultées pour ce projet de loi? Je dirais que non. Je dirais que même que la FQM s'est prononcée contre ce projet de loi-là. Donc, il y a eu des discussions à des hauts niveaux. Pourquoi en sommes-nous allés là? Moi, j'ai une opinion. L'opinion, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le monde va savoir, les agriculteurs reçoivent un 70 % du coût de leur taxe municipale en ristourne par le MAPAC. Et le gouvernement commence à trouver que la facture s'élève, puisque plus la valeur des fonciers de la terre est élevée, bien, plus les taxes sont élevées, plus le retour est gros. Je pense que c'est un moyen de détourner, de transférer le poids de cette mesure fiscale-là aux municipalités. On n'a pas fini de parler de l'adoption de la loi 40 sur la gouvernance scolaire. L'Union des municipalités du Québec n'approuve pas que les centres de services aient désormais le pouvoir d'exiger des municipalités la cession de terres, un amendement qui affecte directement le champ de compétences des municipalités. Le maire de Saint-Télesphore se dit aussi inquiet. À son avis, l'amendement ne va pas favoriser la bonne entente. Il y a beaucoup de relations que les municipalités avaient avec les commissions scolaires ou avec les commissaires qui ne sont plus là. Les intervenants vont nous venir de où? Ça va être qui? Et pourquoi encore là? Auparavant, puis je comprends un petit peu le ministre quand il dit qu'il y a des écoles qu'on n'a pas pu construire parce qu'il y a eu des villes qui ont refusé de céder des terrains. Au lieu de le régler par la négociation, il va imposer le fait de... Ça va amener à quoi? Nous, ici, là, on a la commission scolaire des Trois-Lacs, mais on a aussi Lester B. Pearson, qui dessert notre école primaire, la seule école primaire de rang anglophone qui reste au Québec. Lester B. Pearson, c'est autre chose. Eux autres, ils vont conserver leur commission scolaire. Nous, maintenant, on a une petite école ici là, qui accueille des élèves. On a conservé notre petite école qui accueille cette année les élèves de 5e et 6e année. On a une bonne relation avec l'école. Maintenant, même avec le directeur, qui est une directrice, on a des bonnes relations. Est-ce que ces relations-là vont se poursuivre? Comment on va avoir à dialoguer avec eux? Je ne sais pas. On n'est pas encore... 40, là, il vient d'être déposé, puis les amendements ont été déposés. Il y a un paquet de personnes qui n'ont pas eu le temps de réagir dans ce moment. Mais je pense que les plus inquiets, c'est les grandes villes là-dedans. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges se dote d'un outil novateur pour donner plus de visibilité à ses membres et promouvoir l'achat local. Il s'agit de l'application Localité que présente Pierre-Jean Savard, président de la Chambre, et Nadine Lachance, la directrice générale.
Donc, l'application Localité, c'est une application mobile, une nouvelle application qui permet en fait de référencer plusieurs informations de la Chambre de commerce sur une seule plateforme. Donc, ça permet, entre autres, aux membres de présenter des avantages commerciaux aux autres membres de la Chambre ou aux autres membres des associations de gens d'affaires de la région. Effectivement, et non seulement ça, on peut aussi découvrir toutes les activités à venir sur l'application. On peut même s'inscrire directement sur le site et on pourra également télécharger notre carte de membre de la Chambre de commerce parce que c'était une demande qui nous avait été demandée plusieurs fois. Alors maintenant, vous l'avez de façon numérique. Notre but, c'est entre autres de valoriser l'achat local dans la région et une des façons de le faire, c'est vraiment de présenter ces avantages-là sous la plateforme électronique. Tous les commerçants qui adhèrent à l'application ou tous les membres qui veulent bénéficier de cette plateforme-là doivent, 1, télécharger l'application, 2, créer son profil, 3, mettre un jeton de liaison que la Chambre de commerce aura fait parvenir par courriel et ensuite accéder à l'application tout simplement. Le pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent et le consortium de ressources et d'expertise coopérative ont conclu le 5 février dernier une entente. L'objectif est de collaborer en vue d'une meilleure accessibilité des services de soutien aux organismes à but non lucratif. Olivier Doyle, coordonnateur du pôle, détaille. Alors, l'entente qui a été convenue, en fait, entre le pôle économie sociale et le consortium, c'est une entente. Si on prend, si on veut un parallèle intéressant pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette entente-là, toute entreprise, en fait, a 2 choix, si on veut, dans la vie. Donc, c'est soit d'embaucher des ressources humaines ou de faire affaire avec des consultants experts ou avec des travailleurs autonomes. Donc, c'est exactement ça, cette entente-là. Donc, c'est d'offrir un filet de sécurité sur l'ensemble du territoire pour les organismes à but non lucratif, autant en économie sociale que traditionnels, organismes communautaires. Donc, le filet de sécurité en question, donc c'est une entente entre le consortium et le pôle qui va offrir des services dans 20 champs d'expertise. Et sur le site du pôle, dans le fond, les gens qui sont intéressés, les gestionnaires d'entreprises qui sont intéressés peuvent aller consulter la liste de ces services-là, faire appel au pôle d'économie sociale pour pouvoir avoir accès à coût juste, dans le fond, accès à ces services professionnels-là. Comme on sait dans l'actualité, en fait, je vous apprends rien aujourd'hui, c'est qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre qui est assez accentuée, si on veut, avec justement le fait que dans l'écosystème actuel, bien, il y a beaucoup de départs à la retraite et tout ça. Donc, pour s'assurer, dans le fond, que les entreprises peuvent répondre à leurs clients et tout ça, cette entente-là vient vraiment bien s'inscrire dans un contexte justement de pénurie de main-d'œuvre. Ça permet aux gens d'avoir un certain, comme je disais tantôt, de filet de sécurité, puis un coussin temporaire en attendant de pouvoir combler avec une ressource. Parlons sport. La troupe de Simon Labelle du Hockey Expert Vaudreuil a présenté toute une partie lors de cette première ronde dans le cadre des séries au Centre sportif Soulanges à Saint-Polycarpe contre les Loups de Saint-Gabriel. C'est à la suite d'une punition en prolongation que le Hockey Expert s'est incliné par la marque de 3-2. Oui, bien regarde, on a quand même dominé 2 périodes sur 3. Ça a été long avant qu'on marque le premier but. On revenait de l'arrière à 2-0. On a fait le premier but. Fin de période, on score le deuxième, 2-2. Période haute en émotion aussi. On n'avait pas beaucoup de joueurs. On a encore eu des blessés durant la partie, donc ça l'a pas aidé, évidemment. Puis là, 2 minutes en prolongation nous a fait mal, honnêtement. Mais reste que je retire du positif là-dedans. Ça l'entend bien la série, évidemment. Là. 3 étudiants du programme Arts visuels du Cégep de Valleyfield ont pris part à la 26e édition du concours intercollégial de sculpture sur neige au Cégep de Rivière-du-Loup. Les participants étaient appelés à sculpter un bloc de neige géant. L'équipe du Cégep de Valleyfield n'a pas réussi à décrocher les grands titres, mais espère pouvoir remporter, grâce au public, le concours Coup de cœur. La soirée Feu et Flocons qui clôture la semaine de relâche aura lieu le 7 mars prochain à compter de 19h au parc de la Maison Valois à Vaudreuil-Dorion. Plusieurs nouveautés seront proposées, dont une prestation de l'auteur-compositeur Karim Ouellette, la projection architecturale de la Société des arts technologiques et le célèbre feu d'artifice sur la baie de Vaudreuil. À Rigaud, la galerie Le Van Dyck cessera ses activités dès le 1er mai prochain. L'annonce a été faite par la Ville et l'organisme culturel Les Amis de la culture de Rigaud. Le local sera disponible pour la communauté et son rez-de-chaussée sera aménagé dès cette année pour des activités du Café de la Débrouille.
Dans le cadre de la campagne Aimez-vous, le Pharmaprix d'un Saint-Lazare a remis une somme de plus de 4 300 $ à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Le montant servira à maintenir la qualité des services et améliorer les soins de fin de vie offerts gratuitement aux patients. Je me trouve au parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour la 5e édition de la Fête du nautisme. C'est également l'endroit où se trouve le centre nautique de la ville. Pour le moment, j'ai pu apercevoir des planches pour faire du SUP yoga, des kayaks ainsi que des canoës. Allons voir ça de plus près. Oui, on arrive. C'est la fête du nautisme aujourd'hui? Oui, effectivement. Donc, le 7 juillet, de 11h à 15h, on fait la fête du nautisme. Donc, ça comprend des locations gratuites des embarcations pour une durée de 30 minutes. Vous avez parlé de vos embarcations qu'on pouvait louer. Est-ce qu'on peut louer ça à n'importe qui, qu'on ait de l'expérience ou pas? Ou c'est vraiment ceux qui sont experts? C'est vraiment des locations pour toute la famille. Donc, on a différents types d'embarcations. On a des kayaks simples, on a des kayaks doubles. À peu près une flotte de 40 embarcations. On a un canot aussi avec des planches de stand-up paddle. Donc, ils sont très populaires ici. Donc, c'est vraiment pour toute la famille. C'est un site, on est dans une baie, c'est tranquille. Les vents dominants, on est protégé par les arbres. Donc, c'est vraiment très sécuritaire comme endroit. Jusqu'où on peut se rendre? On peut se rendre partout sur le littoral là, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Donc, comme on est au parc historique de la Pointe-du-Moulin, on a le beau moulin là, de 1703 qui est là. Donc, on peut admirer de l'eau. Aussi, on peut se rendre là, du côté de la Grande-Anse, avec une vue là, imprenable sur Montréal là, et l'Oratoire Saint-Joseph. C'est magnifique. La fête du nautisme se trouve, comme vous l'avez dit, à Pointe-du-Moulin. Il y a également un centre de nautique ici, qui existe depuis 2006. L'idée est venue de donner un accès à l'eau aux citoyens, OK? Donc, en fournissant la location d'embarcation, on permet à nos citoyens qui habitent sur une île d'avoir plus facilement accès à l'eau puis de profiter de ces activités-là. Donc, c'est dans notre programmation loisirs. Donc, c'est vraiment la ville qui est en charge là, de l'opération du Centre nautique NDIP ici, au parc historique de la Pointe-du-Moulin. Donc voilà, dans ce but-là, on grossit d'année en année. On acquiert des nouvelles embarcations. On est ouvert à temps plein durant toute la période estivale, là, de la mi-juin à la mi-août. Donc, ouvert là, de 10h le matin à 19h30 le soir. Si j'habite n'importe où dans la région de Vaudreuil-Soulanges, est-ce que c'est les mêmes prix? Non. Donc, étant donné que c'est un service municipal, il y a une tarification préférentielle là, pour les citoyens de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, mais tous les autres citoyens de Vaudreuil-Soulanges et d'ailleurs sont les bienvenus. Ça reste une tarification qui est très, très abordable pour l'activité. Merci beaucoup. Merci à vous.